Retour sur le plateau de politique avec notre deuxième invité, Jacques Attali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Planète Finance, vous êtes l'ancien Sherpa de François Mitterrand, vous êtes aussi un économiste, un écrivain prolixe. On vous présente souvent comme un futurologue, celui qui prédit les grands changements mondiaux. Vous sortez là votre 54e ouvrage, Demain, qui gouvernera le monde? Et c'est aux éditions Fayard. Dans ce livre, vous convoquez l'histoire pendant des dizaines de pages, alors celle des empires, celle des royaumes, des gouvernements, des hyperpuissances qui sont appelées à disparaître et à renaître, en tout cas sous d'autres formes. Bref, vous soulignez et vous expliquez en quelque sorte l'impermanence des choses. Aujourd'hui, question d'actualité, est-ce que la mort de Ben Laden, qui a fait régner la terreur en Occident, est une nouvelle qui va changer la donne dans le monde? Oui, sans aucun doute. D'abord, ça donne le sentiment que l'Occident n'est pas mort, qu'il est puissant, qu'il est capable de frapper les ennemis de la démocratie partout où ils se cachent. Mais ça renvoie aussi à deux choses. La première, c'est que clairement, nous avons besoin maintenant d'une police des démocraties. Elle existe, même si elle ne s'appelle pas comme ça, c'est l'OTAN, qui porte encore le nom d'un vieux traité qui n'a plus de raison d'être, puisque c'était un traité qui était fait contre l'Union soviétique. Et puis parce que c'est une armée et pas une police. Alors là, clairement, ce n'est pas une opération militaire, c'est une opération de police contre des mouvements terroristes et pas contre un État. Donc il faut aller vers une police mondiale, en tout cas une police des démocraties. Et puis la deuxième chose que... Pas un gendarme du monde, parce que les États-Unis se prennent un peu pour le gendarme du monde. Le mot gendarme n'était pas adapté à l'époque, puisque c'était plus une force militaire et non pas de gendarme. Là, il s'agit vraiment, en effet, de gendarmerie. Mais je pense qu'une gendarmerie du monde, en tout cas des démocraties, doit appartenir à l'ensemble des démocraties et pas seulement aux États-Unis, même si là, évidemment, les États-Unis étaient une des victimes, pas la seule, du mouvement que dirigeait et qui sera dirigé par d'autres de Ben Laden. Pour ma part, je suis très réservé sur la fin du processus, qu'on aille chercher Ben Laden, c'est la moindre des choses, qu'on aille le combattre, c'est évidemment la meilleure des choses, qu'on le tue au combat ne m'aurait pas gêné, qu'une armée, qu'une force de police qui est là pour arrêter un criminel le tue de sang-froid, ça me gêne, non pas sur des raisons morales, mais ça me gêne sur des raisons logiques, dans la mesure où nous combattons au nom du droit. Assassiner dans son lit un monstre ne me paraît pas un exemple à donner à la planète. Donc vous parlez plus d'exécution? Oui, c'est un assassinat, en fait, c'est une exécution. Vous auriez préféré qu'il soit renvoyé devant une cour pénale internationale? Oui, ce qu'on a fait avec, Barbie, ce qu'on a fait avec Eichmann, ce qu'on fait avec au tribunal pénal international. Les États-Unis ne sont pas membres du tribunal pénal international, c'est peut-être pour ça. Mais ce que les Américains font maladroitement à Guantanamo, dans lequel ils ont arrêté des gens, je rappelle qu'ils ont arrêté 570 personnes, il en reste encore 160 et quelques, qu'il y en a peut-être 25 au plus qui sont des terroristes. Et pour une fois qu'il y avait un vrai terroriste, c'était l'occasion ou jamais de le mettre en prison et de le juger. Vous dites on est à la fin donc d'un monde, mais dans ces germes de la révolution, vous dites aussi qu'il y a des risques de totalitarisme, quel qu'il soit. Ça peut être l'écologie, mais ça peut être aussi le religieux qui en fait partie. Est-ce que le djihadisme, on peut dire, peut mourir avec Ben Laden, ou c'est une illusion? Tout ça, c'est beaucoup plus profond. Ce qui est en train de se passer, c'est à l'échelle de la planète une victoire de l'Occident. Même si l'Occident s'affaiblit, en valeur relative, pas en valeur absolue, les États-Unis restent de très loin la première puissance militaire de la planète. Leur budget militaire, c'est la moitié du budget de toute la planète. Donc c'est supérieur au budget de tous les autres, c'est dire l'ordre de grandeur. Donc, mais un petit peu comme à la fin de l'Empire romain, qui a duré 4 siècles, même quand l'Empire romain a disparu, tout le monde était devenu romain. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi qui, avec Planète Finance, me promène dans 80 pays toute l'année, je peux vous dire l'évidence, à savoir que tout le monde devient occidental, tout le monde a les mêmes valeurs. Et les valeurs de l'Occident, qui sont magnifiques, c'est les valeurs de la liberté, de la justice, de la démocratie, c'est aussi des valeurs de la précarité, parce que c'est les valeurs de l'individualisme. Et la précarité ne suffit pas à remplir le manque des hommes et des femmes qui ont envie d'autre chose comme sens.
Et de ce point de vue, le long terme est une revendication. Et le religieux, qu'il s'agit du religieux évangéliste ou du religieux islamiste, vont être des valeurs recherchées qui peuvent tourner en caricature totalitaire. Donc vous parlez effectivement d'occidentalisme. D'occidentalisation. D'occidentalisation. Les révoltes arabes qui, effectivement, elles, prônent plus de démocratie. D'occidentalisation. Voilà, donc ça s'inscrit dans un long continuum qui a commencé... Donc ça valide votre thèse. Oui, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas la thèse, c'était pas la thèse des néoconservateurs Les néoconservateurs, en effet, d'une certaine façon, enfin c'est une vieille thèse qui ne se raisonne pas eux. On trouve ça chez beaucoup de penseurs depuis Tocqueville, c'est-à-dire l'idée que progressivement la démocratie va s'imposer. Les néoconservateurs disaient qu'il fallait imposer la démocratie par la force. Pour ma part, j'ai toujours pensé qu'il fallait l'imposer par le social, par l'économique, et c'est ce que j'ai fait en Europe de l'Est en créant la BERD. Il faut maintenant le faire accompagner les transitions, comme on l'a fait en Tunisie. Mais nos valeurs démocratiques sont-elles calcables sur... on peut les calquer sur le monde arabe, par exemple. Bien sûr, chaque peuple a son propre spécificité. La démocratie ne se réduit pas à des élections, et chacun l'inscrit de sa façon. Mais évidemment, le monde arabe, comme le monde brésilien, indonésien, russe, chinois, on le verra un jour, sud-africain, s'inscrira dans un contexte démocratique. La question, c'est que une juxtaposition de démocratie, ce n'est pas une démocratie. Parce que si on a, mettons, toute la planète qui est composée de démocratie, il n'y aura pas pour autant de démocratie planétaire, alors que le marché, lui, sera planétaire. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans ce livre. C'est que si on n'a pas une règle de droit planétaire, avec les instruments pour faire respecter le droit planétaire, les démocraties nationales seront balayées par le marché qui, lui, est mondial. Est-ce que, si on reste sur les révoltes arabes, est-ce que, par exemple, l'islam et l'économie, ça peut être... et la mondialisation, ça peut être compatible. Si on regarde effectivement l'exemple de la Turquie, on voit que ça peut marcher. Il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup écrit sur ce sujet. Il n'y a aucun problème d'aucune sorte. Toutes les religions peuvent être caricaturées en hostilité à l'égard de l'argent. Le catholicisme, pire encore, puisque le catholicisme considère que la richesse est un scandale. Donc, alors que le judaïsme et le protestantisme considèrent que le scandale, c'est la pauvreté. Donc on peut dire que la vraie religion qui est hostile à l'économie, c'est le catholicisme. L'islam, pas du tout. Les marchands musulmans existent depuis très longtemps. Puis vous prenez des puissances comme l'Indonésie, qui est une grande puissance économique, évidemment le Bangladesh, le Pakistan, la Turquie que vous avez citée, sont des pays musulmans qui n'ont aucun problème à l'égard de l'économie. Alors, oui. Et alors vous dites aussi les crises, qu'elles soient économiques ou écologiques, et vous parlez souvent de Fukushima, sont aggravées par l'absence de gouvernance mondiale. Est-ce que ce n'est pas une vision un peu utopiste? Non, mais c'est une réalité. On a des choses très concrètes. Vous avez cité Fukushima. Fukushima, ça tient à la fois d'extraordinaire corruption et désordre dans le système de gestion de la sécurité nucléaire au Japon, mais aussi et surtout de ce que l'Agence internationale de l'énergie n'avait aucun pouvoir pour aller vérifier ce qui se passait là. Et s'il y avait eu une instance capable de vérifier ce qui se passait au Japon et de forcer le Japon à appliquer des règles internationales, ça ne serait pas arrivé. Mais est-ce que tout cela ne va pas à l'encontre de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire on voit un repli du nationalisme? Vous avez tout raison. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est qu'on est dans une période qui ressemble beaucoup à la fin des années 30 Non, je dirais au début du XXe siècle, où il y avait à la fois un extraordinaire progrès technique, un grand optimisme, une poussée vers la globalisation, un monde assez heureux, des changements dans les mœurs, comme maintenant. Et en même temps, des crises financières, du terrorisme, on appelait ça du nihilisme, des mouvements de haine raciale, et ça a donné, comme chacun sait, une guerre mondiale, Mussolini, Hitler, Staline, dont personne ne connaissait l'existence en 1910, et puis une deuxième guerre mondiale. On est exactement à cette croisée des chemins. Si on se replie, et toutes les tendances sont au repli, le refus de l'immigration, le refus protectionniste de chacun, si on se replie, on va aller vers une catastrophe, et nos générations qui n'ont pas connu de guerre depuis 70 ans, comme d'ailleurs à la fin du 19e siècle c'était aussi le cas, peuvent connaître devant nous 30 ans de catastrophe. Par contre, on a toutes les chances pour réussir si on met en place un ordre de gouvernance planétaire. Y a-t-il, à votre avis, une droitisation de la société française? Oui, j'ai écrit mon éditorial de l'Express ce matin pour dire que les valeurs dominantes de la société française sont de droite et que je ne pense pas qu'aujourd'hui il soit probable qu'un candidat de gauche soit élu. Je pense que parce que la contestation reste à droite aujourd'hui? Parce que les valeurs habilement développées sont des valeurs... Les débats portent sur la sécurité, portent sur le refus de l'assistance, l'excès d'impôts. Et on voit bien que la société française est encore très largement
comme elle a toujours été dans son histoire, oui. Majoritairement à droite. François Mitterrand a réussi une sorte de Oui. hold-up démocratique. Alors justement, avant de passer à la chronique de Soumaïa Benaïssa, peut-être vous parler effectivement de François Mitterrand, puisque les socialistes vont célébrer, commémorer en tout cas les 30 ans de son accession au pouvoir le 10 mai 81. On sent qu'il y a encore une nostalgie très grande chez les socialistes. Est-ce que là, il faut qu'ils mutent et qu'ils passent quand même à autre chose? Je pense que c'est la France tout entière qui doit célébrer cet anniversaire. C'est pas parce que j'ai eu le privilège de l'accompagner ce jour-là et dans toutes les années qui ont suivi, mais c'est la France tout entière, n'est-ce pas? Votre chaîne n'existerait pas s'il n'avait pas été élu. Rappelez-vous ce qu'était la France. Vous n'étiez pas né, mais en 81, France, c'était... C'est gentil. La France, c'était la peine de mort, c'était la pénalisation de l'homosexualité, c'était 3 chaînes de télévision, 2 radios dites périphériques qui en fait obéissaient aux ordres du pouvoir, c'était une centralisation totale du pays, c'était une opposition muselée, c'était un comique comme Coluche qui ne pouvait pas aller à la radio sans que le journaliste qui l'interviewe soit viré dans l'heure. Voilà ce qu'était la France de 80. Et voilà ce que serait la France d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu François Mitterrand. Donc c'est la France entière qui doit célébrer cet anniversaire. Mais il faut aussi inventer autre chose. La gauche doit inventer autre chose. La gauche doit, bien sûr, passer à une autre étape. Et cette autre étape, c'est les développements de l'espace de liberté. Donc, vous l'avez dit, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'Assur, vous ne pensez pas qu'un candidat de gauche sera élu en France? Je pense qu'à l'heure où nous parlons, en raison de la stratégie adoptée, ils font tout pour perdre, alors qu'ils devraient pouvoir gagner. On avait vu une photo, ce qui est paru cette semaine, premier couac peut-être... Dominique Strauss-Kahn qui est pris en photo à Paris en sortant d'une Porsche. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo. Non, je n'ai pas vu cette photo. On reproche à Nicolas Sarkozy ce côté bling-bling. Vous voyez, voilà, on voit l'image. Est-ce que c'est le premier faux pas de Dominique Strauss-Kahn? Si cette photo est vraie, elle me paraît maladroite. Maladroite? Alors, bonjour Soumaïa. On va parler du travail, si ça vous intéresse, Jacques Attali. La question du travail qui revient au cœur de l'actualité sous un angle qui n'est pas très agréable, pas très glorieux, le suicide. Oui, en effet. Et on va en parler à partir du livre de Vincent de Gaulle-Jacques, Travail, les raisons de la colère. C'est un phénomène donc qui prend de l'ampleur depuis les années 90. EDF, Renault, PSA, Thales, Areva et bien sûr France Télécom. Depuis 2008, 60 suicides, dont le dernier la semaine dernière, un cadre de 57 ans qui s'est immolé. Il a donc fallu attendre 2008 pour qu'émerge sur la scène publique et politique la question du lien entre le suicide et le travail. Et non sans difficulté, parce qu'on a encore énormément de mal à faire du suicide, qui est un acte éminemment individuel, à trouver en tout cas des causes sociales, un siècle après la révolution sociologique de Durkheim, qui aboutit toujours à cette position aujourd'hui que les responsables des entreprises refusent d'admettre qu'il y ait un lien entre leur méthode de management, la manière dont les critères de rentabilité, de production qu'ils soumettent finalement aux employeurs est une influence sur ces suicides. Et de l'autre côté, des suicides qui s'accompagnent de plus en plus de témoignages, de lettres qui mettent en cause directement les entreprises. Alors comment justement on sort de cette impasse, et on va dire de ce déni entre la société et l'individu. Finalement. Eh bien, on peut la trouver, alors même si l'auteur prend position, il fait du suicide un fait social, on peut la trouver néanmoins dans une définition complexifiée du travail. Le travail intègre aussi bien des conditions objectives que subjectives, puisque quand on travaille, évidemment, on le fait pour se nourrir, pour subvenir à nos besoins, donc ce sont des conditions objectives, et on le fait aussi pour s'épanouir, pour se réaliser à travers le travail. Donc ce sont des conditions subjective. Et ça nous permet de comprendre que cette question fondamentale qui pose, qui est de se demander comment ça se fait que le mal-être augmente dans les entreprises alors que les conditions s'améliorent, eh bien tout simplement parce que le registre physique se déplace sur le psychique, les individus s'impliquent de plus en plus dans l'entreprise et ils promeuvent des valeurs qui sont en contradiction avec celles des entreprises. Parce que ça revient à notre conversation tout à l'heure, les individus sont poussés à exacerber leur liberté comme consommateurs. Vous êtes libre, désiré, et alors qu'ils continuent à être traités en soldats, quasi-esclaves, aliénés, exploités dans les entreprises. Donc il y a une contradiction fondamentale entre des consommateurs qu'on pousse à consommer et à désirer et à être libres, et des travailleurs qu'on pousse à accepter une soumission. Donc ce sont des sociétés qui ne peuvent pas durer. Donc un monde encore qui doit changer, là aussi, le monde du travail, Marx qui doit évoluer. Et ça reste vrai.
Merci Soumaya. Merci Jacques Attali. Je rappelle le titre de votre livre « Demain, qui gouvernera le monde ?» et c'est aux éditions Fayard. Merci d'avoir été notre invité. À tout de suite les infos. On se retrouve plus tard. Merci.